Un nouveau journal ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite le sommaire de cette édition. Sécurité nationale, le taux de criminalité est en baisse de 4,6% en Côte d'Ivoire, un taux enregistré en 2020 par la police nationale qui, présentant ce bilan, ambitionne aussi renforcer ses acquis pour faire face à de plus grands défis sécuritaires dans le pays. Découvrons dans ce journal Bogué, une localité du département de Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Elle regroupe plusieurs villages et campements. Les populations ont pour espoir de voir le progrès. Les défis et acquis de Bogué vous seront exposés ce soir dans cette édition. Et la fumée blanche enfin visible à l'Organisation mondiale du commerce. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée ce 15 février à la tête de l'OMC. Elle est la première femme et surtout la première africaine à en être la directrice générale. Bienvenue dans ce 23h. La criminalité est en baisse en Côte d'Ivoire, révèle un point de la police nationale sur la sécurité intérieure. Le taux de criminalité sera en baisse de 4,6% et pour 2021, la police nationale prévoit renforcer ses actions sur le territoire afin de relever de plus grands défis sécuritaires. Kader Sogodogo. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire. C'est responsable de la police nationale. Bilan et perspective. L'exercice est annuel. Un bilan 2020 qui révèle une baisse de 4,60% du taux de criminalité dans le pays. Le rapprochement d'avec les communautés semble payer ses fruits. En termes d'indicateurs rouges, une hausse des accidents de la voie publique est à signaler. Dans les préfectures de police de Korogo, d'Aboasso et de San Pedro, la criminalité gagne du terrain. Les responsables de la police nationale entendent agir pour mettre hors d'état de nuit tous les criminels tapis dans l'ombre. Abidjan rafle la palme d'or de la localité qui compte le plus de braquages de véhicules. Pour 2021, les défis sont énormes. Le terrorisme gagne du terrain. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à la menace. Les troupes sont gonflées à bloc et prêtes à sécuriser le territoire et ses habitants. La lutte contre le terrorisme qui est en place, où nous avons 3 niveaux. Le niveau gris, le niveau jaune et le niveau rouge, piloté par toutes les forces vives de la nation, les forces de défense et de sécurité, le ministre de l'Intérieur et le président de la République même qui déclare la zone rouge au cas où nous sommes confrontés à une attaque de terrorisme. Il y a des primo-intervenants, il y a des unités spécialisées dans les forces de défense et de sécurité. Au niveau de la police, nous avons la force de recherche et d'assaut de la police nationale. Au niveau de la gendarmerie, nous avons l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et nous avons les forces spéciales au niveau de l'armée. Donc tout ce monde-là travaille en parfaite collaboration pour venir à bout, n'est-ce pas, de ce fléau. Le premier niveau, le niveau gris, où nous faisons notre travail quotidien. Le niveau jaune, où nous commençons à avoir des informations, nous nous déployons. Et le niveau rouge, déclenché par le président de la République, lorsque l'attaque, c'est-à-dire les renseignements, n'ont pas pu faire l'économie d'une attaque et l'attaque a lieu. Nous avons des multitudes de forces, mais comment les forces-là avancent, tout ça a été planifié. La police nationale, en 2021, entend créer une certaine synergie entre ces différents services pour plus d'efficacité. Premier grand défi, après les travaux de Yamoussoukro, la sécurisation des élections législatives prévues pour le 6 mars 2021. Les autorités ivoiriennes restent en alerte face à tout ce qui pourrait constituer une menace pour les populations. Dans le domaine de la santé, la riposte n'est pas en baisse d'intensité face au coronavirus, suivant le point de la gestion de cette crise sanitaire en Côte d'Ivoire. La courbe des cas est en pleine chute. Ce lundi 15 février 2021, il est annoncé 95 nouveaux cas de Covid-19, 108 nouvelles guérisons et un cas de décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre ainsi dans le pays 31 235 cas confirmés, dont 29 446 personnes guéries, 175 décédées et 1614 cas actifs. L'état d'urgence sanitaire est instauré depuis le 21 janvier dernier sur toute l'étendue du territoire national. Veillons donc au strict respect des mesures barrières.
La Côte d'Ivoire réagit vivement face à une autre menace sanitaire, la maladie à virus Ebola. L'épidémie sévit en Guinée, à Gouéké, une localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aucun cas n'a été enregistré sur le sol ivoirien, mais les autorités sanitaires annoncent des mesures préventives pour éviter tout risque de propagation. Un plan que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présentait ce lundi sur le plateau du 20h. Un extrait. Déclaration du gouvernement relativement au risque de propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola de la Guinée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République de Guinée a déclaré le 14 février 2021 une épidémie de maladie à virus à Ebola à Gouéké, dans la préfecture de Nzérékoré, localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'issue des premières investigations, 7 cas, dont 3 décès, ont été enregistrés. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, face à la menace sanitaire pour notre pays, à cause du risque de propagation transfrontalière de l'épidémie de maladie à virus Ebola, voudrait rassurer la population qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le gouvernement voudrait aussi rappeler que le Conseil national de sécurité, lors de sa dernière session, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif actuel de lutte contre la COVID-19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola, sous la coordination du comité technique de veille. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a arrêté les mesures suivantes. Premièrement, la réactivation du centre des opérations d'urgence en santé publique en mode lutte contre Ebola avec la désignation d'un gestionnaire d'incident. Deuxièmement, l'actualisation du plan national de préparation et de réponse à la maladie à virus Ebola avec la mise en fonction du centre de traitement Ebola de Mans. Troisièmement, la mise en mission des directions régionales de la santé, surtout dans les zones frontalières de Mans, de Guiglo, d'Odiéné, de San Pedro. Ceci pour renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola et également pour réactiver les comités de vigilance sanitaire des villages, des localités frontalières et également de renforcer la surveillance des fièvres hémorragiques dans les établissements sanitaires. Quatrièmement, maintenir et renforcer le contrôle sanitaire au point d'entrée, aéroports, ports, frontières terrestres. Cinquièmement, organiser l'information et la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola sous le leadership des préfets des régions, surtout ceux partageant une frontière avec la République de Guinée. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations au strict respect des mesures suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou se frotter les mains avec une solution hydroalcoolique. Se désinfecter les sécrétions biologiques des malades avec l'eau de Javel. Se rendre immédiatement à l'hôpital en cas de fièvre, maux de tête, saignement pour bénéficier d'une prise en charge précoce. Limiter les mouvements transfrontaliers avec les zones affectées par la maladie à virus Ebola. Éviter les contacts directs avec les sécrétions biologiques des malades de la maladie à virus Ebola, comme les urines, les selles, le sang, le vomissement, les sueurs, etc. Éviter tout contact rapproché avec les personnes présentant les signes évocateurs de la maladie à virus Ebola, comme la fièvre, les maux de tête et les saignements. Éviter de se serrer les mains et de faire des accolades. Éviter de manipuler le corps pendant les rites funéraires. Le gouvernement rappelle que certaines mesures sont déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et en appelle donc au strict respect de toutes ces mesures si nous voulons être épargnés de la maladie à virus à Ebola. Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte contre ces deux pathologies, c'est-à-dire Ebola et COVID-19. Je vous remercie.
Voilà, c'était le plan sanitaire face à la menace de la maladie à virus Ebola. Nous sommes tous invités à respecter scrupuleusement ces mesures sanitaires, condition sine qua non pour éviter tout cas de contagion dans notre pays. Le monde de la santé célébrait ce jour la journée mondiale du cancer de l'enfant en Côte d'Ivoire. 900 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. 230 à 280 de ces cas sont pris en charge par l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Cette journée internationale de lutte en Côte d'Ivoire contre les cancers infantiles vise à mieux faire connaître cette maladie, promouvoir les actions de prévention, les soins et également la recherche. Patricia Omo. Comme chaque 15 février, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Plus de 800 nouveaux cas sont recensés chaque année en Côte d'Ivoire, un nombre en augmentation selon différentes associations. C'est la société civile qui parle aux populations dans une démarche individuelle. Prenez soin de votre santé. Voilà les comportements à avoir pour éviter le cancer. Voilà ce qu'il faut faire lorsque vous avez tel et tel signe. Il faut aller voir votre médecin. N'ayez pas peur. Et c'est la société civile qui pousse au dépistage précoce. Et c'est la société civile qui parle au gouvernement pour dire mettez en place une politique anti-cancer plus forte et plus déterminante. Madame Agba est maman de 4 enfants, dont un malade. Après une lutte contre le syndrome de Waardenburg, l'enfant a été touché par une leucémie à l'âge de 2 ans. Depuis le mois de septembre 2020, on a découvert que la petite a un cancer du sang. Donc on nous a dirigé à l'oncologie hôpital néo-enfant de Dengerville. Et ici, en tout cas avec les soins et les traitements, l'équipe est vraiment dynamique. Ils ont réussi à récupérer mon enfant parce que grâce à eux, elle va bien. Ce qu'il y a à améliorer avant tout, c'est la recherche. Il y a quand même très peu de fonds qui sont débloqués pour la recherche sur les cancers pédiatriques. À ce jour, 2 enfants sur 3 sont diagnostiqués à des stades tardifs, ce qui entraîne une mortalité élevée, avoisinant 40%. Le challenge, c'est de réduire le taux de diagnostic tardif afin d'améliorer la suivi des cancers de nos enfants. Les cancers chez l'enfant restent encore aujourd'hui souvent synonymes d'isolement et de rupture du lien social et scolaire. Il est nécessaire d'exiger la mise en œuvre de solutions concrètes pour aider les enfants et leurs familles avant, pendant et après la maladie. Parlons à présent de la kinésithérapie. C'est une profession de santé qui participe à renforcer, rétablir les capacités fonctionnelles chez tout patient. Cette science clinique, les kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire veulent la faire connaître du grand public. Leur démarche est exposée dans cet élément de Franck Quadio. Leur métier est l'un des plus récents de la grande famille des sciences médicales, mais il n'en est pas moins important. La kinésithérapie, par définition, emploie le mouvement dans le but de renforcer et rétablir les capacités fonctionnelles. On s'occupe de personnes qui vont arriver avec suite à un accident ou suite à un traumatisme qu'on va traiter et avec lesquels on va essayer de les remettre sur pied pour qu'ils puissent récupérer leurs fonctions au maximum. En Côte d'Ivoire, hormis le domaine du sport où les kinés, comme on les appelle familièrement, sont représentés, on a peu d'informations sur leur champ d'action. Et justement, pour mieux se faire connaître, une organisation existe depuis peu. Kiné en mouvement, c'est là l'idée d'aller vers la population, les sensibiliser, prévenir les maladies, les traiter, donner des soins gratuits et à l'avenir, avec ce qu'il va pouvoir donner comme moyen, on va mettre sur pied pour continuer l'œuvre des centres de kinésithérapie et faire affecter aussi des kinésithérapeutes dans ces zones-là pour pouvoir mieux prendre en charge les populations. Une rencontre entre professionnels pour échanger sur les questions liées à leur spécialité et débattre aussi sur les questions de santé du moment. La lombalgie par exemple, le mal de dos et sa prise en charge. Enfants comme adultes, on est tous amenés à souffrir des douleurs de dos. 8 personnes sur 10 souffrent d'un mal de dos. On ignore souvent que le problème peut venir d'un matelas. Le problème peut venir de diverses choses, de pathologies génétiques, d'un accident, d'une mauvaise façon de s'asseoir. C'est pour cela que nous avons jugé utile d'accompagner les kinésithérapeutes dans la formation. L'association Kiné en mouvement est constituée de professionnels, mais aussi de bénévoles qui sillonnent le territoire afin d'offrir des soins gratuits
à des personnes en rééducation ou à d'autres à mobilité réduite. Une autre préoccupation de notre environnement sanitaire, c'est l'excision. En Côte d'Ivoire, 36,7% des femmes en sont victimes. Après le traumatisme vécu, plusieurs ont recours à la chirurgie réparatrice. Cette opération de reconstruction du clitoris après ablation est accessible à toute femme. Georgette Ido et Bintou Pekele révèlent tout ce qu'il faut savoir sur ce processus qui répare la femme excisée. On regarde. Riviera Palmeraie, commune de Cocody. C'est ici que vit Clarisse Teoua, la quarantaine révolue. Victime de l'excision, dès sa tendre enfance, Clarisse nous raconte ce pont douloureux de sa vie. J'ai été excisée depuis l'âge de 8 ans. Ma grand-mère m'a réveillée un matin, elle m'a dit « Écoute, tu commences à grandir, je veux que tu sois une vraie femme demain dans ton foyer. » On est parti dans la brousse, j'ai vu d'autres jeunes filles. J'ai dit « Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait là ?» Elle dit « C'est là que tu vas redevenir une vraie femme. » Depuis 2011, cet épisode n'est qu'un mauvais souvenir pour elle. Cette mère de famille s'est faite restaurer le clitoris grâce à la chirurgie réparatrice. Après la restauration, c'est comme s'ils ont déclenché quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, c'est le bonheur total. Un témoignage qu'elle souhaite partager au monde entier à travers la création d'une ONG appelée ABFEV, Association des femmes victimes de l'excision. Son but, promouvoir la restauration du clitoris. Créée en 2011, l'ONG est devenue la maison des femmes victimes de l'excision. Ce samedi après-midi, elle reçoit une quinzaine de femmes âgées de moins de 35 ans, toutes victimes de cette pratique. Pendant que les échanges se poursuivent dans la salle, une autre survivante, c'est ainsi qu'on les appelle, fait son entrée. La démarche rassurante, l'allure fière, Béatrice Touré vient rendre témoignage de sa restauration réussie. J'ai béni franchement Dieu pour le 11 mars 2020, qui a été vraiment la restauration du clitoris d'abord, la restauration de ma dignité, la restauration de ma fierté, la restauration de ma confiance en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une grandeur d'esprit en fait. Quand je marche la tête haute, je suis fière de moi. Et quand je marche, quand je vois les femmes, je dis, mais elles et moi, nous sommes la même chose. Selon la présidente de l'ONG, ce sont 200 femmes qui ont été opérées depuis 2016. Une goutte d'eau dans la mer. L'excision n'ampute qu'une partie du clitoris. La reconstruction reste le seul moyen pour elles de se sentir femme. Comment se fait cette réparation ? La question nous conduit à l'hôpital de la police nationale dans la commune du Plateau. Ici, Dr Yaokom, directeur du dit hôpital, ressuscite l'organe érogène de l'appareil génital féminin. Ce matin, il reçoit Edwige. Ça va chez toi? Ça va. Le moral, ça va? Ça va. Tu es prête pour l'intervention? Oui, ça va. Excisée depuis le bas âge, elle veut retrouver l'intégrité de son corps. Après analyse du dossier, Edwige est admise au bloc opératoire pour les premiers soins avant l'intervention. Le clitoris, naturellement, il a une longueur moyenne de 10 cm. Et les exciseuses, ne sachant pas ça, ce n'est qu'un tout petit bout qui est apparent. Et c'est ce tout petit bout-là qui va faire à peu près 1 cm, voire 1 cm et demi, quelquefois même moins. C'est ce tout petit bout-là qu'elles vont couper. Là, ce qui reste dedans, c'est ce que nous sortons et nous positionnons. 35 minutes plus tard, l'opération est terminée au grand soulagement de l'équipe. Félicitations à tous pour l'intervention. C'est la renaissance pour elle. C'est un franc succès même, parce que là, on se rend compte qu'elle avait un bon clitoris, que les femmes avaient coupé une partie, et l'autre partie, c'est encore long, c'est encore opérationnel. Pour Edwige, encore en salle d'hospitalisation, c'est un ouf de soulagement. C'est la renaissance. Pour moi, je n'ai que dire merci. Merci à Dr Com. Merci à l'ONG ABFEV. Et ça va permettre que je pourrai causer avec mes camarades. La chirurgie réparatrice, encore moins connue en Côte d'Ivoire, coûte environ 500 000 francs CFA, un prix subventionné par l'État et des ONG.
Selon la dernière enquête à indicateurs multiples de 2016, 36,7% de femmes sont mutilées en Côte d'Ivoire et le tiers est constitué de jeunes filles de moins de 14 ans. Les zones à forte prévalence restent le nord-ouest avec 75,2%, le nord 73,7% et 62,1% à l'ouest. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le sujet est sur la table. Des politiques de prise en charge des victimes sont en cours de maturation. L'État, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des différents partenaires, a mis en place 68 plateformes qui constituent une tribune pour l'information et la dénonciation des différentes mutilations génitales féminines dont sont victimes les femmes. Il y a des projets qui sont menés de façon communautaire par l'exemple la CEDEAO qui nous accompagne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, je pense, accroître les moyens qui sont mis à notre disposition par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour nous permettre de vraiment toucher le maximum de personnes. Tous les 6 février est célébrée la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Une occasion pour les victimes et les associations œuvrant dans le domaine de dénoncer cette pratique lourde de conséquences pour la femme. La chirurgie répare les femmes excisées, une action qui donne à ces femmes mutilées l'intégrité qu'elles ont perdue des années plus tôt. C'est un dossier que vous pourrez revoir sur rti.info. La réconciliation nationale, c'est l'affaire de tout citoyen et le ministre Kwadio Konan-Bertin appelle la presse à s'impliquer davantage dans les actions susceptibles de la promouvoir. Moussa Konaté. Face à la presse, Konan Kwadio-Bertin explique sa vision de la réconciliation. Le ministre de la Réconciliation nationale exprime sa volonté de relever le défi. Une tâche qu'il souhaite exécuter avec l'appui des journalistes. Nous avons pour mission de sensibiliser et éduquer les populations. Donc nous ne devons pas faillir à cette mission régalienne qui nous est dévolue. Donc nous avons intérêt, nous journalistes, à mettre tout en œuvre pour que la réconciliation soit une réalité en Côte d'Ivoire. Nous on va jouer notre partition. Il va falloir aussi que l'ensemble des acteurs politiques jouent la leur pour qu'en fait la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa quiétude dont tout le monde a besoin. Un pays réconcilié, c'est un pays qui prospère et tout le monde en a besoin. La réconciliation n'est pas bonne pour la gauche ou pour la droite, elle est bonne pour tout le monde. Des acteurs des médias prêts à se joindre à l'action. Le ministre Konan Kwadio-Bertin mesure bien l'importance de la presse dans la réussite de sa mission. J'ai aujourd'hui une priorité, c'est comment préserver la paix sociale, la quiétude, comment amener les Ivoiriens à cohabiter dans l'amour des uns pour les autres. Je ne peux pas réussir cette mission sans vous. Accompagnez-moi dans cette mission. J'ai la ferme conviction qu'on va y arriver. On va y arriver parce que je sens une volonté politique de part et d'autre qui accompagne le processus. Parce que je sens aussi que tout le monde commence à être fatigué. Tout le monde commence à être fatigué, ça ne peut plus prospérer. Donc à la limite, je peux même vous dire que je viens au bon moment. Et donc j'ai la certitude que les Ivoiriens vont se réconcilier. Depuis sa nomination, le ministre de la Réconciliation nationale, Konan Kwadio-Bertin, multiplie les rencontres afin d'inviter les populations à la paix et à la cohésion. L'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique prépare une grande réforme du secteur intrarégional des produits de la pêche. 18 États africains travaillent en ce moment à la redynamisation de l'instance, suivant ce rapport de Jean-Louis Gbangbo. Covid-19 oblige. C'est par visioconférence que s'est tenue la 3e session extraordinaire de l'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique, Infopêche. Une réunion cruciale pour la survie de cet instrument de développement de la pêche au niveau continental en perte de vitesse depuis plusieurs années, miné par des difficultés financières. Sous la conduite du ministre Moussa Dosso, les représentants des 18 États membres qui ont pris part à cette visioconférence ont décidé de réviser les textes réglementaires pour les adapter à l'évolution actuelle de l'environnement de la pêche. Plusieurs propositions, comme l'adoption d'un nouveau cadre organisationnel, la révision du mandat d'Infopêche ou encore l'ouverture d'une transition opérationnelle de 2 ans dirigée par la Côte d'Ivoire, ont été faites
au terme des échanges. Des mesures qui devraient permettre à cette instance de sortir de sa léthargie et de mieux profiter de l'évolution positive de l'environnement politique et le dynamisme de la pêche et de l'aquaculture. Le commerce intrarégional des produits de la pêche représente 24% des volumes de denrées stratégiques échangés. Leur valeur a récemment été estimée à plus de 10 000 milliards de francs CFA par an. Nous gardons le ton du développement. À Yamoussoukro, le ministre-gouverneur Augustin Thiam relance les projets à impact rapide. Doté d'un budget de 500 millions de francs CFA, il s'agira de réaliser diverses infrastructures au profit des populations. 9 projets en cours de réalisation ont été évalués ce week-end. Léon Pro. Voici le foyer des jeunes de Morofé, commune de Yamoussoukro, un centre culturel sorti de ses décombres grâce au projet à impact rapide des régions et districts. Cette réhabilitation à l'initiative du district autonome de Yamoussoukro pour participer à la reconstruction sociale, économique et culturelle après les récents événements malheureux liés à l'élection présidentielle dans cette localité. Ce foyer de jeunes va nous permettre d'organiser la jeunesse, faire des expositions. Nous allons prendre soin de ce joyau afin que le président de la République ait aussi la vision pour d'autres villages et quartiers pour que cette cohésion continue. Cette remise de foyer, occasion d'un don d'équipement par les membres du gouvernement, cadre de la capitale politique, puis cap sur l'ex-marché Mofete. Ce site rasé dans le cadre de la réhabilitation de la voirie urbaine de Yamoussoukro en pleine mutation. Au final, un complexe sportif de 4 aires de jeu avec latrine. L'infrastructure déjà réalisée à 70% sera livrée courant mars 2021 et servira à renforcer le vivre ensemble. Le tissu social a été vraiment mis à rude épreuve lors des derniers événements électoraux que nous avons connus. Il s'agit donc de recoudre ce tissu social-là. Il s'agit de rapprocher les différents corps sociaux à travers des activités dans lesquelles ils se sentent impliqués et concernés. Et quoi de mieux que le sport pour rapprocher les jeunes. Donc nous avons volontairement choisi de le mettre à la jonction de Djoulabougou et des quartiers d'Ibaoulé. L'école et les activités génératrices de revenus, aussi au centre du projet à impact rapide, en témoignent les logements de maîtres de Ngatakro et les marchés modernes aux fruits et légumes de Morofé et Logbakro. De quoi favoriser l'autonomisation de la femme. Quand ça marche, c'est 200 000. Et que ça ne marche pas, c'est 100 000. Quand il pleut, on est obligé de courir pour aller Sianga. On a eu bon appartement aujourd'hui, puis on a déménagé pour aller là-bas. On est heureux pour ça. Logement de maître, foyer des jeunes, marché moderne aux fruits et légumes, centre de santé, bref, 9 réalisations du district autonome de Yamoussoukro, financées par la présidence de la République dans le cadre du projet à impact rapide des régions et districts, doté d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Rendons-nous à 142 km de Yamoussoukro. Des actions de développement sont également souhaitées dans le département de Daloa. Eugène Atoubé nous invite à découvrir Bogué, une localité qui rêve de progrès. On regarde. Voici l'une des routes les plus importantes et à trafic dense dans la région du Haut-Sassandra. Elle relie Daloa, le chef-lieu de région, à la sous-préfecture de Zaïbo et dessert une trentaine de villages et gros campements de production de cacao. Pas facile d'emprunter cette route à cause de son état actuel. Une difficulté majeure pour les producteurs et productrices quand vient le temps de se rendre vers les zones de commercialisation. Les femmes ont une coopérative février pour que les bagages aillent à ville, c'est un problème. La route est bizarre. Souvent même le prix même on devait prendre pour payer, mais là, ce n'est plus le prix normal on prend pour prendre maintenant. On est obligé de liquider puis revenir au village. Après 12 km de poussière et de crevasses en divers endroits, nous arrivons à Zaïbo. La localité distille un parfum de village. Ici, le temps semble figé pour cette localité érigée en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1997 et faisant partie du département de Zokougbe. Zaïbo est encore au stade de la recherche d'infrastructures socio-économiques de base. Et cette réalité, les populations la vivent dans la douleur, non sans quelque espoir de voir les nombreux manques de Zaïbo comblés. Notre école primaire, elle est dans un mauvais état. Notre sous-préfet n'est pas résident parce qu'il n'y a pas de logement. Ça fait déjà quelques années que le château est en construction, mais ça n'avance pas du tout. Nos femmes ici puisent l'eau à 15
mettre tous les jours. Dans cette partie de la région du Haut-Sassandra, l'accès de la population à l'eau potable est une équation difficile. À Zaïbo, l'arrêt des travaux du château d'eau en 2010 n'a pas été du goût des habitants de la localité. Surtout qu'à ce jour, c'est à la rivière ou à partir des puits que la ville de Zaïbo s'approvisionne en eau. De quoi rendre amère la population. À proximité de leur ville se trouve l'usine de traitement d'eau potable qui alimente Daloa. Les villages alentours connaissent le même problème d'accès à l'eau potable, mais les attentes des populations varient d'une localité à une autre. Exemple, Zebra. Dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres de Zaïbo, le château d'eau n'est pas fonctionnel. Pour autant, on se ravitaille à l'eau potable à partir des robinets. Ici, la problématique se pose en termes de compteurs d'eau dans les habitations. L'eau qui venait directement des Kratos se déversait au château d'eau et le château d'eau nous servait. Bon, maintenant, il n'est plus fonctionnel. Donc c'est du gros tuyau là que nous sommes branchés et que nous avons un peu nos compteurs dans le village. C'est depuis 1969 que la SODECI a déposé le château d'eau à Zebra ici. C'est là qu'il avait déposé un robinet d'arrêt. Et c'est sur le robinet d'arrêt, tout le village venait prendre de l'eau. Depuis la panne du robinet d'arrêt, le village n'est pas canalisé. Aujourd'hui, nous demandons que les gars viennent canaliser le village de Zebra pour qu'on ait nos compteurs auprès de nous. Ce bâtiment construit pour être le centre de santé de Zebra, un beau gâchis. L'infrastructure était quasi achevée, qu'elle a été abandonnée à la broussaille, aussitôt après que les travaux ont été arrêtés en 1985. Un des signes illustratifs de la léthargie dans laquelle sommeille Zaïbo et ses villages. Toute la population est espoir que la ville prenne son élan pour atteindre les marches du développement et du progrès. Les jeunes ne veulent pas être en marge de cette dynamique. Tant ils sont conscients d'être acteurs, participant à l'essor de Zaïbo, autant les aspirations sont nombreuses. Si nous ne pratiquons que seulement que l'agriculture, on n'a rien d'autre à faire que l'agriculture. Mais toujours dans cette agriculture primaire, de nos parents d'hier, avec la machette. Aujourd'hui, les terres sont devenues très pauvres. La jeunesse voulait se tourner vers autre forme d'agriculture. Ça veut dire l'élevage et la pêche. Nous demandons à l'État de nous aider. Dans la solidarité, nous pouvons arriver au bout de nos idées. Nous allons les amener à comprendre l'entrepreneuriat rural. Tous ceux qui veulent faire l'élevage, par exemple, il faut leur donner une formation adéquate. Je ne conseille pas à un jeune de se lancer dans la production maraîchère sans un système d'irrigation. Il faut temporiser pour avoir une notion de base avant de commencer cela. Au domicile du chef de village de Zaïbo, les jeunes sont conviés à une réunion portant sur la contribution des jeunes au développement et au progrès de la localité. Ce cadre d'échange s'inscrit dans la perspective de la création d'une mutuelle de développement pour accompagner les actions du gouvernement inscrites au chapitre développement local et bien-être des populations. Notre sous-préfecture est en retard. Elle est vraiment en retard. Mais nous, les paysans, on n'a pas trop d'idées. Ce sont nos enfants qui peuvent toujours nous guider, mais il faut qu'ils viennent. C'est ce que leur pense chaque fois. On ne peut pas tout attendre de l'État. Imaginez tous les villages de Côte d'Ivoire, l'État n'aura pas de moyens pour s'occuper de ça. Ce sont les cadres qui doivent se regrouper au sein des mutuelles pour aider l'État à résoudre vraiment les problèmes, je dirais, basiques. L'eau potable, l'école, les dispensaires. Et puis demander par exemple à l'État d'envoyer du personnel pour animer ces structures. La tendance, c'est de nous unir, de nous rassembler. Zaïbo veut sortir de sa léthargie tout comme les villages qui composent la sous-préfecture et ceux environnants. Les populations conviennent de la nécessité de l'urgence de se doter d'un cadre de réflexion pour impulser le progrès de Zaïbo. Chef-lieu de sous-préfecture depuis 1997, 23 ans après, il n'y a toujours pas de résidence pour le sous-préfet. Pour tout dire, à Zaïbo, tout manque, tout est urgence. Voilà le désir de ce développement de cette localité de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala est depuis ce lundi à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, la première femme et la première personnalité africaine à diriger cette institution internationale. La décision de sa nomination a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation aujourd'hui. La nouvelle directrice
générale de l'OMC est l'une des femmes les plus puissantes du Nigeria. Elle a été nommée 2 fois ministre des Finances et chef de la diplomatie du Nigeria durant 2 mois. Elle a débuté sa carrière à la Banque mondiale en 1982 où elle a travaillé 25 ans durant. Elle succède ainsi au Brésilien Roberto Azevedo qui a quitté l'OMC avant la fin de son mandat pour des raisons familiales. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oublions pas les mesures sanitaires pour stopper la transmission du coronavirus et éviter également la maladie à virus Ebola qui menace. Je vous retrouve demain pour d'autres informations sur RTI 1. Bonsoir chez vous.